Bonjour et bienvenue sur La Tête dans le Plat. Aujourd'hui, c'est charcute. Et terrine de campagne à ma façon. Ouais. Aujourd'hui, on va parler charcuterie. Mais pas seulement. Parce que qui dit charcuterie, dit sel. Et comme on aime bien aller au fond des choses, on va aussi aller explorer un peu l'histoire du sel. On aime bien l'exploration. Bon déjà, le sel. Le sel est une ressource primordiale dans l'histoire de l'humanité, et ça depuis la nuit des temps. Ça fait vachement beaucoup. On manque de preuves à ce sujet, mais quelques indices laissent penser que le sel était déjà exploité au néolithique. Et on sait que dans l'actuelle Turquie, donc environ en moins 7500, ça fait vraiment très très longtemps, on exploitait déjà un peu le sel puisqu'on a retrouvé des tessons de poterie qui auraient contenu des produits laitiers. Un genre de faisselle probablement. Pour vous donner une idée, ça fait au moins 10 000 ans. Combien ? Et depuis, le sel a accompagné l'homme dans tous les domaines. Dans l'alimentation, dans la médecine, dans les rites païens et tous les divers courants religieux depuis des millénaires. Et même dans les petites superstitions. Si vous avez déjà vu dans les campagnes les anciens jeter du sel par-dessus l'épaule gauche, ça en fait partie. Mais aussi et surtout dans la conservation des aliments. Le poisson et la viande. Mais aussi dans la conversation des morts. À l'image des Égyptiens, c'est dur à dire, avec le natron qui était utilisé pour l'embaumement des momies. Mais aussi dans l'artisanat, pour le tannage du cuir par exemple. Mais aussi comme marchandise, pour le troc, c'était presque une monnaie. Et désormais on l'utilise en quantité absolument astronomique dans diverses industries. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la bouffe, on va se concentrer là-dessus. Déjà, pour l'exploitation, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'exploiter le sel. Par exemple, dans les marais salants en bord de mer, ou dans des mines de sel, dans des lieux un peu plus éloignés de la mer, par exemple, en montagne. À l'image du sel rose de l'Himalaya, d'ailleurs, n'achetez pas cette merde. C'est uniquement du marketing, et c'est joli dans la salière. Mais si on lui reconnaît quelques vertus, il est malheureusement beaucoup trop riche en résidus de métaux lourds, et les métaux lourds pour le système digestif et la santé globalement, c'est pas cool. De plus, son exploitation est extrêmement polluante, sans parler des conditions de travail des ouvriers. Vraiment, n'achetez pas ce truc. Si on reconnaît qu'il est riche en oligo-éléments et qu'il est non iodé, franchement je vous le dis, le sel de Guérande c'est vachement mieux, et l'iode c'est très important. Achetez du sel de Guérande. Mais revenons à nos salières. Le sel est le condiment le plus utilisé dans le monde. Vraiment, loin devant tous les autres. Et quand l'environnement manque de sel, ça donne lieu à des petits soucis. Je vous explique. On s'en rend compte en regardant l'histoire du crétinisme. Oui, à la base, c'est pas une insulte, c'est une maladie. Les fameux crétins des Alpes, ceux du capitaine Haddock et les goitreux, bah ça vient de là. Mais je vais le jeter par-dessus bord, ce crétin des Alpes. Le manque d'iode dans les vallées alpines inaccessibles et isolées pouvait causer pas mal de pathologies. Comme par exemple l'insuffisance thyroïdienne congénitale. Et ça donne ça. L'apparition de goitres, de troubles physiques ou mentaux ou tout en même temps n'était pas rare. Et ces gens ont malheureusement subi une certaine forme de discrimination. C'était un peu le spectacle quoi. Les freak shows dans les Alpes. Devenant carrément une attraction pour les visiteurs et un peu les gens du coin. On trouve encore d'ailleurs des cartes postales montrant ces crétins des Alpes. Et c'est grâce à l'utilisation du sel de table que le crétinisme endémique des montagnes va progressivement disparaître au début du XXe siècle. De toute façon, je vous mets toutes les sources en description, c'est assez intéressant comme histoire et il y a beaucoup de choses à dire. Là vraiment j'ai raccourci le truc. Bref, je vous l'avais dit, le sel a toujours été une denrée extrêmement importante pour l'humanité. On s'en sert pour à peu près tout ce qui touche à la conservation. Pour le salage de la viande ou du poisson par exemple, conjointement avec le fumage. Et dès l'Antiquité, on retrouve les premières traces de charcuterie. En 700 avant Jésus-Christ déjà, dans l'Odyssée d'Homère où il est fait mention de saucisses plusieurs fois dans le récit. Ou même un petit peu plus tard chez les poètes grecs, Aristophane et Phérécratès. Et plus tard, ce sont les Romains, oui encore eux, qui se feront des spécialistes de la charcuterie. Ça a duré jusqu'à nos jours. Eh les Romains, vous êtes des Romains! Et sous toutes les formes ou presque, hein, les gars ils rigolaient pas. Par exemple, le mot saucisse vient du latin salsicius, qui désigne de la viande hachée et salée. Et en latin, l'adjectif salsus signifie salé. Au fil du temps, les techniques de salaison se sont perfectionnées, grandement. Déjà en termes de tradition et de culture, et aussi selon les régions du monde.
Parce que oui, évidemment, c'est devenu une habitude commune à presque tous les peuples de la planète. Et si on fait un énorme bond dans le temps pour se retrouver autour du 18e et du 19e siècle, on se retrouve avec une énorme tradition charcutière. De la Scandinavie à la pointe sud de l'Afrique, et des côtes bretonnes jusqu'à la Chine. Mais aussi outre-Atlantique, du nord jusqu'au sud. On peut d'ailleurs citer le pemmican, une préparation originaire d'Amérique du Nord, à base de viande séchée, de sel, de gras et de baies sauvages. Je vous l'ai dit, là où on trouve des hommes, on trouve de la viande salée. C'est quasiment mathématique. Et surtout, au bord de la Méditerranée, parce que comme d'habitude, dès qu'il faut bouffer, eh ben on est là. En termes de charcuterie, on sait très bien de quoi on parle. Au pif, en prenant juste l'Italie, la France et l'Espagne, on pourrait remplir une encyclopédie en plusieurs volumes, et on n'aurait pas fini. Et évidemment, chaque pays et chaque région a sa petite spécialité. Jambon cru, jambon cuit, guanciale, pancetta, jambon sec, lonzo, saucisson sec, andouillette, saucisse de toute taille, boudin, pâté de tête, terrine de toutes sortes et pâté de toutes formes. Oui, vraiment, la tradition charcutière, c'est très dense. Mais rassurez-vous, on va au moins vous montrer comment on fait 2-3 petites choses. Et pour ça, on va se téléporter dans notre repère, le Yeti. Et ça c'est Georges, mon Yeti. 3, 2, 1, disparition. Je vais tailler les champignons en gros morceaux. Je vais les sauter légèrement à la cheminée. Quelques échalotes ciselées avec les oignons. Mais avant, on va faire une petite terrine de campagne. Faites pas attention à moi les gars. Coucou les copains, alors aujourd'hui on va réaliser une terrine de campagne façon la tête dans le plat. On a de la poitrine de cochon, de l'échine et de la poitrine qui sont hachées assez grossièrement, du foie de cochon. Pour commencer on va réaliser ce qu'on appelle le gratin. Des champignons qui vont être sautés avec un petit peu de matière grasse, des échalotes et le foie. On va commencer par les taillages. Les champignons, il faut les tailler assez grossièrement, en belle macédoine, des carrés assez gros. Pour le taillage de l'échalote, il faut quand même avoir un taillage assez fin pour que ça fonde dans la cuisson. On va hacher l'ail. Maintenant, on va passer à l'oignon. Même taillage, hein, toujours. Les petites perles d'oignon, on donne ça à calcifère. Allez, hop là. Donc maintenant, on va s'attaquer au foie de cochon. Et est-ce que t'as demandé au boucher s'il était épluché? Ouais, il est déjà épluché. Là, on voit qu'il y a la membrane supérieure, là. Elle est déjà enlevée. Donc là, on peut directement passer au taillage. On va juste légèrement le parer, là, tu vois. Il y a des petits morceaux d'aponneurose, de gras. On va tailler des belles tranches. Donc là, on taille des bouts assez grossiers pour avoir de beaux marqueurs lors de la découpe de la terrine. On va passer au taillage de la poitrine. On va réaliser des cubes assez grossiers. On va légèrement la dégraisser parce que si vous voyez le ratio entre le gras et le maigre, là, il est un peu important. Donc on va un peu enlever le gras, mais il va nous servir, vous allez voir après. Voilà. On va tailler des cubes, à peu près le même taillage que pour le foie. Hein. On va cuire notre gratin, donc on va utiliser la graisse de cochon qu'on a enlevé de la poitrine. On met nos champignons, on sale directement. Là, c'est pas forcément pour assaisonner, c'est pour favoriser la sudation en fait, pour enlever l'eau tout simplement, pour que ça sue plus vite. Puis à la cheminée avec ça doré. On ajoute nos oignons, échalotes et ail. Oh pauvre que ça chante bien. On va ajouter nos foies de porc. Hop. Donc ça, les foies, il ne faut pas trop les cuire. Il faut qu'ils restent légèrement rosés à l'intérieur. On les saisit bien à chaleur vive. Donc c'est bien de travailler sur de la flamme directement. Ça permet d'avoir une belle petite croûte, une belle caramélisation. Donc maintenant, on va flamber au génépi. Donc on en met un petit peu là, on s'approche du feu. Le génépi, c'est pas très conventionnel dans ce type de recette, mais nous, vu qu'on est en montagne, on a choisi cet alcool parce que ça rappelle un peu les goûts de la montagne. On laisse évaporer l'alcool et on est bon. On débarrasse nos foies. On enlève bien sûr le morceau de gras qui nous a servi à suer notre préparation. Alors maintenant, on passe au mélange. On ajoute notre poitrine hachée, notre échine hachée. On ajoute la poitrine coupée grossièrement. Donc pour assaisonner, on va utiliser un poivre noir. Donc là, j'ai choisi un poivre noir de Madagascar. Poivre très fort pour avoir un bon petit goût de notre préparation. Baie de genièvre, le sel, le génépi. Maintenant, on mélange.
On peut faire cette opération avec un robot, mais pour moi je trouve que c'est toujours mieux de le faire à la main. On sait ce qu'on fait, on voit ce qu'on travaille, on sent mieux le produit. Donc maintenant on va apporter la liaison, donc un œuf entier, la crème, donc crème entière, hein, et on mélange. Là il faut faire attention de ne pas mélanger trop fort pour pas en mettre partout. Donc là on est à la bonne consistance. Raph, est-ce que tu peux m'apporter la terrine s'il te plaît? On va passer au montage. On place notre farce dans notre terrine. Il faut bien tasser pour pas qu'il y ait de trous d'air. Donc là maintenant Luc, tu vas passer à l'étape de la crépine. Mais ce que je voudrais savoir, c'est à quoi ça sert la crépine et pourquoi tu vas l'utiliser dans ta terrine. Alors, la crépine, c'est l'intestin du porc. Ça va nous servir d'isolant pour notre terrine. Donc on va mettre la crépine tout autour, enfin tout au-dessus. Ça va permettre d'éviter l'évaporation trop forte de la farce. Ça va faire en sorte qu'elle reste moelleuse en fait. Faire la même opération sur le dessus pour bien isoler. Voilà la terrine, la tête dans le plat. Donc maintenant on va passer à la cuisson. On place notre terrine dans un bac gastro avec de l'eau, donc on fait un bain-marie. On met tout ça dans le four et on va le cuire à 160 degrés pendant 1h30. Donc four à froid et on le met à 160 à peu près, en chaleur sèche. Maintenant il n'y a plus qu'à. Bon alors pendant que Luc termine la cuisson de sa terrine, nous on va s'occuper de la salaison et Adrien va nous expliquer pourquoi il a choisi de faire sa salaison maison et pourquoi c'est bien. Donc Adri, comment tu t'y prends pour faire ta salaison et pourquoi tu as choisi de le faire toi-même dans ton restaurant? Pour la salaison, là on a une poitrine de porc, alors désossée, mais aussi on peut prendre, là c'est de la poitrine, mais on peut prendre de l'échine, de la longe, ouais. On peut faire des jambons, c'est le même principe. Et tu me demandais pourquoi j'ai choisi de faire ouais. ma salaison. Alors c'est une bonne question. Alors déjà parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup depuis longtemps. C'est presque ça qui m'a donné envie de faire la cuisine. Mon grand-père le faisait déjà, donc là c'est ma recette à moi, c'est pas universel. Donc là on va la saler, ça va permettre d'enlever toute l'eau de la poitrine, pour pouvoir la garder plus longtemps, c'est ça la base de la salaison. En fait c'est un procédé qui sert à enlever les bactéries. Toute l'eau amène la bactérie, c'est ça qu'on veut éviter. Moi je mets un petit peu d'herbe de Provence dans le sel, ouais. C'est facultatif mais ça amène un petit goût en profondeur. Je te laisse mélanger, Raph, s'il te plaît. Vous vous rendez compte que là, on fait un truc que l'homme fait depuis presque 10 000 ans. Pas tout, s'il te plaît. Voilà, on va faire un joli tapis. On va la poser comme ça et tu peux rajouter le sel dessus et on va la couvrir. Et là, après, tu vas la laisser combien de temps? Alors là, l'idéal, c'est de la laisser à peu près 1 jour par kilo. Et là, on va la laisser reposer tranquillement à température ambiante pendant du coup à peu près 3 jours. On va mixer les ingrédients. On mixe d'abord les herbes de Provence, le piment, facultatif aussi le piment, le poivre, très important le poivre. Une fois qu'on a mixé les herbes, le poivre et le piment, on rajoute les gousses d'ail fraîches. Ouais. L'ail, ça va former une pâte en fait. À savoir que l'ail comme ça, moi je préfère le mettre entier et pas déshydraté parce que l'ail c'est un antibactérien naturel. Alors c'est important que ce soit mixé assez fin quand même, voilà. Alors là on a sorti notre poitrine du sel. On va juste ajouter un petit peu d'eau de vie pour lui donner un peu de goût juste avant de mettre notre petite préparation dessus. Voilà, ça c'est la technique des anciens. À 70 degrés. C'est parfait, voilà. Ça aussi, hein, c'est à 70 degrés, donc c'est aussi antibactérien. Donc là, on est sûr de nous, quoi. C'est là qu'on va mettre notre petite pâte d'épices. Donc on prend généreusement, on en met partout, on fait bien rentrer là où c'est que ça a été désossé. Super important qu'il y en ait bien partout. Voilà, on va bien mettre généreusement, vraiment de partout. Et maintenant, on va pouvoir la rouler et la laisser sécher. Et le séchage, à peu près, c'est combien de temps? Minimum 3 semaines, 1 mois. Bien conservé, dans une cave, tempérée, pas humide. Oui, surtout pas humide. On la garde 1 an facilement. Pour la ficelle, moi, c'est un truc qui me fait galérer à chaque fois, parce que j'ai pas la bonne technique. J'ai eu beau regarder des tas de tutos, notamment celui de Bonne Pitance qui explique comment on fait. J'y arrive pas. Donc tu vas me montrer ta technique à toi. Allez, tu vois, c'est super facile. Ça fait un petit peu mal aux mains quand il faut bien serrer, mais c'est hyper simple. Alors là, elle est un peu petite, alors on va un peu plus la plier que la rouler. Donc le premier serre très fort, c'est très important, faut pas qu'il y ait d'air qui passe au milieu. Hein. On va le serrer bien fort. Voilà, merci Raph. Ah, c'est ça qui est bien dans la cuisine à 4 mains. Alors on va juste faire une boucle, et on va la tourner une fois sur elle-même. Ok. Voilà. On va la passer tout le long. Et là, on tire bien et ça serre tout seul. Oh, c'est beau. Et on recommence
Alors le mieux c'est d'être à 2 pour le faire, hein, parce que... Ouais, là, bien entendu, on a fait un assaisonnement très simple, mais ça c'est classique. au goût de chacun. C'est classique, mais on peut mettre du cuma, du curcuri. J'ai dit du cuma et du curcuri, en fait c'est du curry et du curcuma plutôt. Pour la finir, on la prend, on la retourne. On fait passer dans le premier qu'on a fait. Hop, on y fait faire un deuxième. On le serre bien. On fait un petit nœud d'arrêt. Et c'est du dur et du Et Chanel. après, on lui fait faire juste une boucle, ici, avec le mou, pour pouvoir la pendre. Ok. Et alors, dernière étape, qu'il faut surtout pas oublier, on va prendre le poivre fin et on va en mettre partout autour. Si la peau, ça craint pas, mais il faut qu'il n'y ait aucune partie vraiment de chair qui soit découverte, quoi. Alors voilà, là elle est finie. On va la laisser sécher dans ma cave, minimum 3 semaines, 1 mois. Alors l'idéal c'est de le faire l'hiver. Faut pas la faire quand les températures sont trop élevées en fait. C'est parfait. Bah, on va aller la pendre. Allez, c'est parti. Allez. Et là c'est parti pour minimum 3 semaines, 1 mois d'affinage. Bon alors, Adrien nous a amené un jambon qu'il a fait il y a 2 ans. Pour la salaison de ton jambon, t'as fait le même principe que pour la poitrine de tout à l'heure, mais plus long. C'est pareil, sauf qu'au lieu de 1 jour par kilo, on va le laisser entre 2 et 3 jours par kilo, plutôt pour que ça vienne vraiment à cœur, quoi. C'est de l'art. Voilà. Et là, c'est le résultat en plus gros de la poitrine qu'on a fait tout à l'heure avec Adrien. Ça, c'est 1 an après. Il y a une fleur qui s'est déposée dessus, qui s'est développée dessus même. Alors, c'est pas une moisissure dangereuse, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la fleur, c'est ce qu'il y a sur les saucissons. C'est une moisissure entre guillemets noble, un peu comme sur les fromages. Et c'est pas dangereux pour la santé. Il suffit d'un peu le nettoyer comme on a fait là. Si on veut, on peut même enlever. On peut même enlever la couenne si on veut. Mais le noir, c'est le poivre qui a séché, durci, qui a fait une croûte protectrice autour de la couenne et de la viande. Et à l'intérieur, vous voyez, 1 an après, c'est magnifique. Donc je vais en couper un petit bout. On va le goûter. Allez. Et donc là, sur les charcuteries comme ça, on peut vraiment faire des copeaux ou des belles tranches comme ça. On peut en faire des lardons aussi. Et on peut faire des lardons. Ça peut servir pour les cuissons, ça peut servir pour des tas de choses. Mais le mieux, c'est pour l'apéro. Maintenant, goûter le jambon. On va déjà enlever la première couche qui est poivrée, parce que à manger, c'est quand même un petit peu particulier. Mais on peut la garder, faut pas l'acheter, pour des bouillons, des soupes. Pendant la cuisson et mijoter, c'est un truc qui va donner énormément de goût et de saveur. Donc on enlève ça des deux côtés et on fait attention à pas se couper. Et vous voyez qu'il y a la chair qui commence à apparaître. Et regardez-moi comme c'est beau. On fait des petits lardons comme ça, et ça fait comme des petits dés de jambon, comme des petits bonbons de jambon. Santé. Santé. Bon, alors on est où la terrine de l'autre là? Bah ça doit faire pas loin d'1h30 là. On va aller voir. On va y aller. Donc, là, notre terrine est cuite. Donc là, on est sur 1h30, 1h40 de cuisson à 160 degrés. Ça a rendu un petit peu de gras, c'est normal. Et voilà. Donc on voit bien que la crépie n'a pas cassé, parce qu'on l'a cuit en vapeur. Donc c'est pas mal, elle a rendu du gras, elle s'est rétractée. Maintenant, on va la laisser reposer toute une nuit. Et demain, elle sera prête pour la dégustation. Mais regardez-moi cette merveille et cette belle terrine tête de cerf. On va se faire quelques petites tartines entre copains et ça va être bien. Santé les gars. Santé. Oh c'est merveilleux. Ouais. Ouais. Pour aller avec notre petite terrine, nous allons déguster un petit vin du Minervois, du domaine Charlotte et Jean-Baptiste Sénat. Vous allez voir, c'est pépites. La Nine, Carignan, Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre, très sympa pour l'apéro. Merci d'être déjà mis à nous suivre, et à bientôt, avec la tête dans le plat. Tiens mon jus. Santé. Dans les yeux. Tiens mon jus. Tiens qu'à droite. Ah. Voilà, je vais vous en mettre. Peu de gens le savent, mais quand t'as un Épinel, t'as le droit de manger plus de jambon. C'est la loi.